La dénonciation de ce jeudi est relative à une observation faite au sujet des institutions hospitalières dans certaines villes, certaines localités du Cameroun. On constate que souvent près de certains hôpitaux, il y a un certain type d'activité qui se développe et qui ne sied pas en réalité à la nature de l'institution hospitalière. Comment on peut avoir des bars près d'un hôpital? Et parfois ça tambourine là-bas aussi. Hein. On peut même y jouer de la musique. Vous imaginez, où on vend de l'alcool, la plupart du temps c'est jamais tranquille. Il faut faire jouer de la musique pour attirer les gens, disent-ils. Parfois nous avons des pompes funèbres, des menuisiers là, des menuiseries où on fabrique des cercueils. Comme pour accueillir immédiatement ceux qui décèdent de l'autre côté. Mais quand même, on se dit que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'hôpital aussi doit apporter de l'espoir. L'hôpital doit apporter quelque part de l'espoir. Quand on y entre, on se dit, il faut qu'on guérisse. C'est très important. Alors le fait qu'on ait le menuisier qui est là, il prépare des cercueils et tout, c'est quand même un peu bizarre. Comme pour vous dire que bah, si vous pourriez mourir le plus rapidement possible, nous on vous accueille ici, etc. Ce type d'activité quand même c'est assez perturbateur lorsqu'on les retrouve immédiatement là dans la proximité des hôpitaux. Et parfois il n'y a pas de pharmacie. Pendant qu'on voit tout ce genre d'activité-là et tout. C'est ce que je veux vraiment dénoncer ce matin. Si on peut changer le paradigme par rapport au type d'activité qu'on doit souvent retrouver près des hôpitaux, ce serait peut-être bien. C'est une très bonne dénonciation, hein, une dénonciation d'ailleurs très pertinente. À côté de nos hôpitaux, nous avons une kyrielle de bars. Il faudra ajouter bar dancing à une certaine heure. Ça tambourine très fort et Dieu seul sait le style de musique qu'on met même de ce côté. Vous êtes en train de souffrir atrocement à 10 mètres et vous entendez dans un bar là à côté, dans un son infernal, t'as pas sur ma part, mais t'as pas sur ma part, ton ouais sur mon ouais, alors que vous êtes en train de souffrir. De l'autre côté, comme dit Alain Douk, il y a donc un menuisier, une pompe funèbre qui a déjà lié des cercueils. Et quand vous êtes en train d'entrer à l'hôpital, à côté, vous voyez un aliment de cercueil. Comme pour dire que dépêche-toi. Nous nous t'accueillons de ce côté. Et Alain Douk l'a relevé, révérend Bayon. Nous avons toutes ces activités. Mais nous n'avons pas beaucoup de pharmacies à côté des hôpitaux. Tout à fait. Vous sortez d'un hôpital pour avoir un petit produit, il faut faire 50 km pour trouver une pharmacie. Je vous passe la parole. Oui, je vous l'avais souligné tout à l'heure, c'est extrêmement pertinent ce qui a été dit parce que lorsque vous allez à l'hôpital, c'est avec l'hôpital doit vous donner un espoir. Vous savez, quand quelqu'un crie de douleur quelque part, si on lui dit le médecin est dans le coin, ben voilà le médecin qui arrive. Ça donne déjà de l'espoir. Voilà, c'est parti pour que cette personne psychologiquement puisse En fait, les maladies et l'accompagnement psychologique vont de pair. Et il faut dans la construction de nos hôpitaux gérer la question environnementale. C'est-à-dire un hôpital ne se crée pas n'importe où et un ensemble d'activités sont incompatibles avec l'hôpital. Et c'est bien vu, n'est-ce pas, que les pompes funèbres juste à côté de l'hôpital, ça augure que vous allez mourir. Et laissez-moi vous dire, je me souviens quand mon père mourait, je cite un hôpital de la place ici, nous nous sommes opposés qu'il aille à cet hôpital-là. Je me rappelle, une de mes sœurs m'a dit, on appelle là-bas le mouroir. Oh là là. Et une de mes sœurs m'a dit, tu amènes pas papa là-bas, c'est le mouroir, c'est le mouroir. S'il entre là-bas, il va crever. Tout à fait. Et il est mort? Oui, il est mort. Il est mort 5 jours après. Parce que là-bas, il est mort par hémorragie. Hein. On a mal intervenu et il a saigné jusqu'à se vider de son sang. Donc, je veux dire que nous devons soigner l'environnement d'un hôpital. C'est assez pertinent. Ça peut passer comme rien du tout, mais c'est extrêmement important. Les gens qui font le commerce de, par exemple, des cercueils devraient se mettre un peu plus à l'écart. Ça doit être d'ailleurs quelque chose de très discret. C'est presque immoral
de présenter à des vivants des cercueils. Le cercueil a quelque chose d'effrayant, a quelque chose d'abject. Donc je pense qu'il faut éloigner ça de nos hôpitaux. Il faut éloigner cela de nos hôpitaux. Posant la question à un très très grand médecin, j'oublie son nom, hein, Imam Cheikh Ali, on lui demande si l'occasion vous était donnée de prodiguer un conseil en tant que médecin lorsque vous êtes à l'hôpital, que diriez-vous? Il réfléchit et il dit, je leur dirai, faites silence. Je vous passe la parole. Effectivement, parfois ici, vous savez que le malade a besoin effectivement de silence. La preuve en est que dans les hôpitaux, quand les gens haussent la voix, surtout les visiteurs haussent la voix, on leur demande de baisser la voix, c'est parce que le malade a besoin de silence. Parce qu'il y a des malades qui sont tellement sensibles, du moins qui ont des maladies qui sont tellement sensibles qu'il faut le silence. Et l'un des meilleurs remèdes de la maladie, c'est le repos. On ne peut pas se reposer avec du bruit. C'est pas possible. Bien, ça va être très très difficile. Et le malade il a besoin des paroles de réconfort, de motivation, de réconfort. Et de savoir qu'à côté de l'hôpital, il y a des gens qui s'enjoignent, qui sont joyeux, qui sont contents. Ça veut dire que c'est comme si eux ils se moquaient de lui. Les pompes funèbres qui sont à côté, le gars est dans son business, il se dit s'il est loin de l'hôpital, il va rater les clients en fait. Mais bien sûr, puisque s'il a 1 km, 2 km, le temps qu'on aille chercher le cercueil, on va prendre celui qui est plus proche de l'hôpital. Donc le gars est dans son affaire, ça dit qu'il est... Donc ce sont des calculs. Ce sont des calculs, effectivement, c'est le calcul de la mort. Hein. En plus, qu'est-ce qui vous dit qu'étant dans son pompe funèbre, à l'entrée de l'hôpital, ne fait pas les prières pour qu'il puisse avoir à manger? C'est vrai quand même que je me suis toujours posé la question de savoir quelle est la prière de celui qui est détenteur, le cercueil, qui fabrique les cercueils tous les matins. C'est que Dieu lui donne à manger. Il a la famille, il a une femme, il a des enfants, il doit rendre un service. En rendant ce service, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vendre le cercueil. Il faut que les gens meurent. Ça c'est la conséquence. Ça dit que pour vendre le cercueil, il faut qu'il y ait un cadavre. Imam, oui. Si les gens ne meurent pas, celui qui a... Qu'est-ce qu'on dit? Son pompe funèbre, sa pompe funèbre. Une pompe funèbre. Sa pompe funèbre. Oui. Bon, si les gens ne meurent pas. Ils ne vendent pas. Et s'ils ne vendent pas, ils ne mangent pas. Et comme enfant. Et s'ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas payer le loyer. Il est possible que tous les matins, détenteurs d'une pompe funèbre, mais parfois, c'est quand vous prie pour que les gens meurent. Quand vous sortez de chez vous, vous faites une prière pour que vous puissiez travailler, vous avez votre salaire. Mais celui qui fabrique les cercueils, il prie aussi pour avoir de l'argent. Et prie pour que les gens meurent. Heureusement, nous en islam, on n'a pas ce problème-là, des pompes funèbres, on n'a pas ce problème de cercueil. Nous, avec un linceul qui est même donné gratuitement, le problème est résolu. Mais je dis, à l'entrée d'un hôpital, quand même, pour moi, c'est bien aussi. C'est bien. Il faut que le malade en entrant sache qu'il peut sortir, cadavre. Ça va lui permettre de méditer. Oui. Non, comment? Ça l'affaiblit psychologiquement. Vous pensez que ceux qui vendent les oranges viennent faire quoi? Chercher l'argent? Celui qui vend les cercueils vient chercher aussi l'argent. Ceux qui vendent les bananes et autres fruits. Il y a encore plus grave, ce qu'il faut même dénoncer, M. Alain Douk, c'est ceux qui vendent les médicaments à l'entrée des hôpitaux. Les vendeurs ambulants. Mais c'est normal. On va les compresses. Non, c'est pas normal puisque l'hôpital est là pour gérer tout ce problème-là. Quel problème? On va les compresses. Dans nos hôpitaux, il y a suffisamment de médicaments, de produits. Je ne parle pas de pharmacie, je parle des vendeurs de médicaments ambulants. À un moment, même ces revendeurs-là, ils aident beaucoup. Bon, d'accord, mais de toutes les façons, c'est vous qui le dites. Parce que vous arrivez dans un hôpital, Imam Cheikh Ali, oui. Il n'y a pas ce que vous avez appelé là les compresses, il n'y a pas même le coton. Même le coton. C'est vrai. Il n'y a même pas, comment vous appelez ça, pour piquer quelqu'un là. Je suis arrivé. Une seringue. Et c'est vrai ce que vous dites. Donc c'est en face là de l'hôpital, les gens qui sont des vendeurs ambulants là, c'est eux qui ont ces seringues là et tout ça. Donc s'ils ne sont même plus là, ce sera dangereux. C'est une toute réalité. Je suis arrivé dans un hôpital parfois ici pour faire un don de sang. C'est un hôpital public. Oui. Je ne vais pas citer le nom. Après avoir donné le sang, vous savez comment on a nettoyé le sang, du moins on a interrompu la coulée du sang. Non. Le papier hygiénique. Voilà. Hôpital public, papier hygiénique. J'ai demandé, mais il n'y a pas de coton dans cet hôpital. C'est même un grand hôpital. Bien sûr, c'est un hôpital public très, très connu, pas privé, dit public. Un hôpital d'État. J'ai dit, mais un hôpital comme celui-ci, il n'y a pas de coton. On me dit, vraiment, vous savez, imam, ici, là, j'ai dit que je vais vous filmer, vous montrer. Je vais envoyer aux journalistes. Il dit, vraiment, filmez, ne nous filmez pas. J'ai dit, mais comment un hôpital d'État, il n'y a pas de coton? Il n'y a pas de coton. Papier hygiénique. Je suis parti donner le sang. Don de sang, papier hygiénique. Quelle honte! Quelle honte!
Donc c'est une triste réalité, mais nous disons que nous interpellons les pouvoirs publics vraiment de pouvoir résoudre cette situation parce que c'est vraiment alarmant. Monseigneur, hélas, ce matin, nous dénonçons ces multiples bars à côté des hôpitaux. Nous dénonçons également ceux qui ont ouvert des grandes activités à côté des hôpitaux aussi, la vente des cercueils, la vente des gerbes de fleurs, des gerbes de fleurs pour les deuils, hein. Ce ne sont pas les fleurs pour les salons d'habitation. Que faut-il faire pour que nous revenions un peu, que nous ayons encore un peu d'humanisme? Donc, du moins, je vais d'abord dire que la société africaine n'a pas le même fonctionnement que la société européenne ou américaine. Les Blancs ont une manière de planifier la vie et l'homme noir ne planifie rien. Et c'est pour ça qu'il y a un désordre urbain dans tous les sens. Il ne s'agit pas seulement de l'hôpital. Ça dit l'homme noir, après avoir vendu le cacao, quand il a mis l'argent dans la poche, il ne sait pas qu'il doit faire ceci et cela. Quand il se retrouve au marché, il n'a pas prévu qu'il devait payer un certain nombre de choses, mais à cause que l'argent est dans la poche et avec le problème qu'il a eu là, il n'a pas planifié. Donc l'homme noir ne sait pas planifier, c'est pour ça que les choses sont en désordre en Afrique. Et par contre, le blanc, avant qu'il ne fasse quelque chose, il planifie. C'est pour ça que vous allez voir un désordre urbain dans des marchés et là où le gouvernement a fait des marchés adéquats, peut-être un marché des fruits, si tu pars t'installer là-bas, tu ne vas pas vendre les fruits par exemple. Si le gouvernement fait un marché d'habits, si tu pars t'installer là-bas, tu ne vas pas avoir les clients. Et les gens préfèrent de partir là où les gens partent se ravitailler pour à manger et à boire, pour peut-être faire le commerce ambulant. C'est pour ça que vous voyez, tout est dans le désordre. Parce que l'homme noir ne sait pas planifier. Et l'étude s'est avérée que les vendeurs de cercueils, lorsque un noir a un malheur, il ne sait pas planifier et il ne sait pas se diriger dans l'endroit qu'on a planifié pour la vente des cercueils. C'est pour ça qu'ils se sont donc dirigés, ces fabricateurs, ces fabricants de cercueils, pour être proche de là où il y a les malheurs autant pour moi, pour que lorsqu'une personne sorte à l'hôpital, facilement, il se ravitaille des gerbes de fleurs et du cercueil. Concernant donc les médicaments, c'est un problème d'ordre général dans tous les hôpitaux. À un moment donné, il faut l'expertise pour un certain nombre de choses, puisque lorsque les Noirs font des projets, ils ne prennent pas le temps, ces experts ne prennent pas le temps d'appeler les expertises de plusieurs ministères, les ministères qui s'occupent de la spiritualité, les ministères qui s'occupent de l'urbanisation, puisqu'il y a beaucoup de choses à reprocher dans des hôpitaux d'Afrique. Il y a beaucoup de choses à reprocher vraiment. Comme je l'ai dit au début, mon peuple périt faute de connaissances. On va prendre le temps pour véhiculer, pour enseigner. Le mieux, c'est d'enseigner. Et là, on va prendre les dispositions, tous les gens qui font mal. Merci. À côté de vous, Tot, quelle réaction avez-vous de cette dénonciation de ce matin? Bon, déjà, moi, je n'ai pas peur du cercueil. Ah bon? Oui, parce que dans la pensée africaine, celui qui a bien vécu, qui a suivi les lois de l'univers, les règles sociétales et qui a accompli un certain nombre de choses ne peut pas avoir peur de mourir. Ça, c'est dans la pensée africaine. Ce sont les religions sataniques qui sont venues là, puisqu'elles promeuvent la foi et la croyance et mettent la croix sur l'initiation. Ce sont ces religions qui ont sémé la peur de la mort dans l'esprit des Africains. Donc, si les Africains aujourd'hui ont peur de la mort, c'est parce qu'ils se sont déconnectés de leur sagesse et de leur vision du monde. Moi, je n'ai pas peur de la mort parce que je suis resté un vrai Africain. Et je pense que toi aussi, tu es en train de redevenir un vrai Africain. Et tu ne devrais pas avoir peur de la mort. Donc, on est Africain pas par la peau, mais par le mental. C'est-à-dire ton univers de représentation. C'est ça qui fait de toi un vrai Africain. Bon, là maintenant,
je vais aller en porte-à-faux avec le frère Ella, qui insulte son propre peuple. Il ne fait pas le diagnostic de l'histoire de l'Afrique. Il dit que, quand tu l'entends parler, il veut dire l'Africain est par essence indiscipliné. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le bilan de l'histoire du peuple noir. Les chefferies, les anciennes chefferies étaient bien organisées. Les aînés respectaient, les enfants respectaient les aînés. Les enfants ne prenaient pas la parole n'importe comment. La société était bien organisée. La société actuelle, parce que c'est là où il devait se cristalliser. La société africaine actuelle est le fruit d'un long processus d'aliénation qui a produit des malades mentaux. Partant des écoles, en passant par les religions, jusqu'au milieu administratif, c'est-à-dire professionnel. Nous n'avons qu'une société constituée de malades. Je prends l'exemple des bars. Le bar ou le snack doit être un lieu de détente où tu peux prendre une bière ou un verre de whisky pour entretenir une conversation avec ton ami ou ton collègue. Oui. Mais il y a une devise aujourd'hui, on dit on ne réfléchit pas au bar. Ah bon? Donc on met le son jusqu'à les oreilles, le tympan va se casser. Donc vous êtes seulement là pour envoyer lever les coudes. On ne cause pas au bar. Donc voilà un milieu où on forme les malades mentaux, le milieu des bars aujourd'hui. Le bar qui, quand les anciens, de détente. Quand les anciens prenaient un pot autour d'un 10 litres de vin de palme, de 20 litres de vin de palme, ils sont peut-être 10 ou 15. C'est pour parler des problèmes, régler les problèmes du village. Il y a les colas, il y a le ndon et tout ça. Mais le bar est devenu aujourd'hui l'asile des fous. Donc on commence à préparer les gens pour les hôpitaux. Maintenant, le deuxième milieu où on forme les malades mentaux, c'est dans les religions. Ah bon? Oui, on sème la peur de l'enfer. Ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, ton petit frère, tout le monde est sorcier autour de toi. Et que ta famille, même tu dois te séparer des tiens pour rejoindre la congrégation religieuse où on vous suce chaque jour avec les dîmes et où on profite surtout des femmes. Donc c'est aussi l'asile des fous là-bas. Il y a beaucoup qui sortent de ces religions-là, qui marchent dans la rue là, qui sont des fous. Ils crient au nom de Jésus, c'est-à-dire en mangeant dans les poubelles. Voilà. Donc c'est aussi un asile de préparation de fous, les religions. Maintenant, l'école elle-même forme les fous. Pourquoi? Parce que on vous enseigne tellement de théories sans pratique. Vous êtes les laboratoires, vous regardez l'état des laboratoires dans les universités. C'est dans les écoles privées où on fait l'effort d'avoir de bons laboratoires pour la recherche. Donc, on forme des gens aériens qui planent haut, mais ils parlent beaucoup, mais sans être capables de réaliser les choses concrètes. Et ils sont dans un univers de représentation hybride. Ils sont à mi-chemin entre la pensée africaine et la pensée occidentale. Et d'autres se déconnectent totalement, se décolorent et deviennent des occidentalisés. Mais quand ils arrivent en Occident, ils ne sont pas reconnus comme tels. Ils sont rejetés par les Occidentaux. Donc, il y a aussi finalement un milieu. Il est perdu. Donc, c'est aussi un milieu de fabrication de fous là-bas. Dans les administrations, les frustrations qui se créent, même dans les hôpitaux, il y a plein de médecins qui ont des problèmes psychologiques. Oui, bien sûr. Tu arrives pour qu'un médecin t'accueille, parce que le médecin doit être un bon psychologue. Quand le médecin veut accueillir son patient, il s'assoit d'abord lui-même posément. Il prend le temps pour t'écouter attentivement. Tu arrives, le médecin dit, oui, je vous écoute. Le médecin est là-bas. Tu dis, tu commences à bégayer parce que tu as perdu même le fil des idées. Alors que c'est l'atmosphère où l'homme doit le plus être écouté. Ne serons donc pas étonnés que les gars qui fabriquent les cercueils là, sachant tout ça, que la société n'est que faite de malades et que l'hôpital maintenant c'est le coup de semence, le coup de grâce qui fait en sorte que partant des maladies des bars, c'est là-bas qu'on va t'achever. Voilà, partant des maladies des bars, des écoles, des religions, on arrive à l'hôpital. Maintenant, le médecin lui-même te traumatise encore même plus que le traumatisme que tu as reçu. Et je les comprends parfois aussi, c'est dû aux frustrations, des problèmes de salaire, ils sont mal payés, ils sont mal entretenus. Donc la société n'est que faite de malades. Et c'est pour ça que les vrais psychologues africains, pas les psychologues de Freud, des histoires là, les vrais, doivent prendre les choses en main pour thérapeutiser ce peuple. Merci, Todd, pour ces explications. Alain Douk, que doit faire le législateur? Est-ce que la réglementation
en vigueur au Cameroun n'a pas quand même prévu que à côté des hôpitaux, ça devrait être plus ou moins sain et il y a un certain nombre d'activités qui ne devraient pas être menées. Est-ce que les autorités ne voient pas ces activités qui polluent l'atmosphère au niveau de nos hôpitaux et finalement avec des conséquences très graves à l'endroit des patients? La réglementation, elle est importante, le juridisme a sa place, mais il y a même des choses qui relèvent totalement du bon sens, sans en attendre de l'ingénierie juridique sur un sujet. Le bon sens. Et je constate que par rapport à la dénonciation, il y a des plaidoiries logicielles, c'est-à-dire que parfois tu fais une dénonciation, on va quand même trouver un moyen de faire son plaidoyer, voilà, par rapport au retour à une certaine africanité, même si le sujet n'est pas très directement lié. Vous voulez parler de Todd? Oui, Todd, lui c'est un prosélyte. Donc c'est la propagande. Mais moi je reste focus sur la dénonciation. La dénonciation, elle veut ceci. L'hôpital doit être un lieu de calme, de sérénité. Vous savez, quand vous parlez de la médecine restauratrice et alternative, on vous dit, et même dans la médecine conventionnelle, on vous dit que la nature guérit. La nature guérit. Alors qu'est-ce qu'on retrouve la plupart du temps dans la nature? C'est le calme. Le calme. Là, on doit avoir un milieu qui est. Il ne doit pas avoir de nuisances olfactives, de nuisances sonores. Ça perturbe. L'on doit retrouver son vrai soi. On doit réunir les conditions qui permettent que le malade soit restauré. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit le révérend. La guérison commence ici. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que les blocages même sont d'abord mentaux. J'ai fait un développement dans l'émission passée. C'est d'abord ici, la guérison commence ici. C'est pour cela que même le médecin, quand vous venez face à lui, il essaye toujours de vous booster. Même quand la maladie est grave sur le plan mental, il veut se rassurer que là, vous pourrez amorcer le déclic de la guérison au niveau mental. Parce que tout part d'abord de votre état d'esprit. On aura beau vous médiquer de la plus performante des manières, mais si déjà au niveau mental, vous-même, vous n'êtes pas dans l'état mental qui permet la guérison, c'est un problème pour le médecin. Voilà, les prédispositions, c'est très important. Alors, est-ce que trouver une activité qui est toujours là en train de vous rappeler que vous êtes un mortel quand vous êtes dans une situation critique sur le plan. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Parce que c'est ça l'objet de la dénonciation. Je veux croire que tout le monde doit se préparer à la mort. Vous savez, même dans notre culture, bon, des gens relativement bien savent se préparer à la mort parce qu'on sait que finalement c'est un facteur avec lequel il faut conjuguer. Mais on essaie quand même de trouver une espèce de vérité médiane pour se dire, bon, s'il est vrai que tout le monde a le devoir d'être confronté à la mort, mais est-ce que le fait de tout le temps rappeler aux gens qu'ils vont mourir, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est éthique, alors que c'est joyeux, est-ce que c'est joyeux que tu es en train de le faire un bon verre de vin et qu'on te rappelle que tu vas mourir, que tu vas mourir. Donc maintenant, est-ce que c'est éthique? Tu cherches ton argent, de venir là quand même auprès des gens qui sont au seuil de la mort et qui eux veulent entretenir l'espoir qu'ils vont quand même tenir. Tu leur présentes les cercueils. C'est ça, c'est la problématique éthique qui nous concerne ce matin. Bon, là on a parlé par exemple tout à l'heure des vendeurs d'oranges. Bon, il y a une nuance à faire entre le vendeur d'oranges, quand même le gars des pompes funèbres, le vendeur de cercueils, parce qu'il y a foncièrement quelque chose de moral qui est défendable sur le vendeur d'oranges. On sait bien que lorsque vous êtes malade, vous devez être nutri. Vous imaginez s'il n'y a pas une cantine au niveau de l'hôpital, la contribution de ces gens à permettre que ces gens soient restaurés est d'effort. Tu es même le premier. Voilà. Et encore laquelle totalement naturelle, végétale, s'il n'y a pas de pesticides, etc., comme on commence à tout polluer maintenant, on vous dit c'est bio, mais quand vous allez bien fouiller, vous vous rendez compte que mais le bio peut être plus empoisonné que, voilà, que le poison lui-même. Mais de toute façon, on a besoin de nourrir le malade et ces gens contribuent. Il n'y a pas de commune mesure quand même entre eux et les pompes funèbres. Donc il faut assainir le secteur. Il ne faut pas venir polluer
hein, les nuisances sonores, les nuisances olfactives, parce que dans notre contexte, il faut même invoquer la proximité, même peut-être même de certaines poubelles, de certaines décharges, près des institutions hospitalières, ou des infirmeries, ou des centres, des centres de santé. C'est pas normal. Il y a même également les filles hein, qui vont dans des hôpitaux, qui doivent être bien habillées. Voilà. Parce que quelqu'un est dans un état psychologique affaibli, vous passez avec une minute bizarre. Mais peut-être que ça peut ça peut aussi le guérir. Ça peut mettre des mots comme... je sais pas, ça peut mettre Là, mon Seigneur est là et qui veut reprendre la parole Oui, là. je suis un peu étouffé parce qu'il faut laisser tout le monde parler. Lorsqu'on est ici, c'est pour véhiculer la vérité. Et je voudrais rappeler à M. Todt que la religion est une spiritualité qu'il le note aujourd'hui. Et l'église qu'on a aujourd'hui, c'est une spiritualité africaine. Faux. Et je m'explique. Lorsqu'il dit qu'il est égyptologue, qu'il aille lire dans les livres de Mahat. S'il lit dans les livres de Mahat, notre Père qui est aux cieux est écrit dans les livres de Mahat. C'est faux. Deuxièmement, le dieu Osis en Égypte. Osis c'est qui? Quel est le... Osis en Égypte a fait la messe et il disait voici mon corps Osis. et voici mon sang. Y a-t-il une divinité Tout ce que nous Osis? sommes en train de faire, tout ce que l'église catholique, puisque si vous partez au Vatican, vraiment. le poteau qui est au milieu du Vatican a l'œil du dieu Osis de C'est un l'Égypte. obélisque volé en Égypte. Tu ne connais même pas de quoi tu parles. Je suis en train de te montrer une sincère vérité. Même le nom de la divinité, tu ne connais pas. Même ce qu'on pratique ici en Afrique, il s'agit de la religion. Et la religion que nous avons a toute la vérité que nous pratiquons ici en Afrique, qu'on ne peut pas s'en passer. Il arrête un peu de saboter les religions. Qu'il essaie un peu, qu'il arrête un peu, qu'il essaie un peu d'arrêter de saboter les églises. Puisque ces églises ont été faites, ça que tu fais, ont pris corps ici en Afrique. Non, c'est faux. Merci, hein. C'est faux. Donc c'est ce message que je voudrais laisser à M. Todt. Il vient de montrer Il laisse de saboter les églises. Puisque la religion est une la spiritualité. dénonciation, les gars. Nous nous calmons. Hein. La religion est une Et spiritualité. nous allons marquer une touche pause et on reviendra dans quelques minutes pour la lecture de vos nombreuses contributions.